Bienvenue, suivez-moi avec ce téléphone Xiaomi Lite. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer la configuration complète de cet appareil. Donc, lorsque vous l'allumez pour la première fois, vous devriez avoir cet écran Xiaomi HyperOS. Cliquez simplement sur la flèche qui est juste ici. Cela nous donne alors la possibilité de sélectionner la langue souhaitée ainsi que la langue de la région actuelle, qui est probablement sélectionnée par défaut. Je vais maintenant le changer en anglais, alors laissez-moi juste trouver cela. Nous avons quelques options ici, donc nous avons Australie, Inde, Royaume-Uni et États-Unis. Je vais sélectionner États-Unis juste ici. En réalité, ça n'a pas vraiment d'importance à mon avis. Quel que soit votre choix, Australie, Inde, peu importe. La langue est la même, c'est l'anglais. Et ce n'est pas la région non plus, car vous avez la sélection juste ici. Maintenant, sur cette page, je recommande de choisir une région de l'Union européenne, même si vous n'en faites pas partie. Parce que c'est un peu comme une théorie du complot ici, qui pourrait être complètement infondée. Mais vous ne perdez rien à le faire. Et si ça fonctionne à l'avenir, eh bien, vous n'aurez fait que gagner. Donc, l'idée ici, c'est que l'Union européenne est plutôt favorable aux droits des consommateurs. Bon, évidemment, les États-Unis, c'est exactement l'opposé. C'est pro-entreprise et tant pis pour le consommateur. Donc, à cause de cela, très souvent, lorsque des changements sont apportés aux appareils et à leur fonctionnement, ce sont généralement l'Union européenne qui initie cela en adoptant une loi à laquelle les entreprises doivent désormais se conformer. Maintenant, si ce genre de loi devait entraîner une perte de revenus trop importante pour mon entreprise, en général, il ne l'appliquerait que dans cette région spécifique, ou alors il se retirerait tout simplement de cette région selon le cas. Évidemment, ils appliqueraient ces options dans cette région parce qu'ils y seraient obligés, ou alors ils préféreraient payer des amendes. Donc, si elles n'appliquent ces mesures que là-bas et que vous indiquez que vous venez de cette région, il y a de fortes chances que vous soyez concerné par ces changements. Donc, par exemple, lorsque Google, dans un futur proche, en septembre, verrouillera son Android avec une excuse bancale disant que c'est pour vous protéger, et vous ne pourrez plus installer d'application en dehors du Play Store à moins que le développeur de l'application n'ait divulgué ses informations personnelles, renoncé à son anonymat, juste pour que vous puissiez installer sa création en dehors du Play Store. Ah, et après avoir aussi payé une rançon, n'oublions pas ce point, évidemment, Google essaye de nous manipuler là-dessus. Vous pouvez toujours le faire. Pourquoi diable voudrais-je, en tant que développeur, donner mes informations personnelles à Google? Payer une rançon juste pour permettre à quelqu'un d'installer des conneries en dehors du Play Store? J'essaie littéralement de contourner ces enfoirés, et pourtant ils essaient d'être là comme s'ils étaient les sauveurs qui veulent, s'imposer en premier. Donc, dans tous les cas, quand cela arrivera, j'ai une théorie selon laquelle l'Union européenne ne sera pas très contente de ça, et à juste titre. Donc, quand ça arrivera, ils pourraient mettre en place une sorte de loi contre ces conneries. Et Google devra modifier son fonctionnement. Donc, ils vont probablement le changer, mais ma spéculation ici, c'est qu'ils ne le feront qu'au sein de l'Union européenne, en nous ignorant et en continuant leurs conneries là-bas. Parce qu'ils ne font pas ça pour vous protéger, ils le font pour supprimer vos options d'installation d'applications comme par exemple YouTube Revents, dont YouTube fait partie de Google. YouTube Revent vous permet de regarder des vidéos YouTube sans publicité et en arrière-plan sur votre téléphone sans jamais payer un seul centime d'abonnement. Évidemment, Google ne voudrait pas que cela soit disponible, donc c'est simplement leur façon d'essayer d'empêcher que cela soit accessible aux gens. Et si quelqu'un crée ça, évidemment Google a alors leur numéro pour envoyer leur escouade de choc contre cette personne et la traîner à travers les 9 cercles de l'enfer devant les tribunaux. Et oui, en gros, ils essaient de soutirer le moindre centime possible à cette personne pour avoir osé s'en prendre à leurs revenus. C'est donc principalement la raison pour laquelle cela a été choisi. Quoi qu'il en soit, passons aux conditions générales, c'est-à-dire l'accord utilisateur et la politique de confidentialité. Soyons honnêtes. Personne ne lit jamais un seul mot de tout ça. On va juste cocher la case ici et passer à la suite. Cela va alors afficher la configuration à l'aide de cet appareil Google.
Une fenêtre contextuelle de ce genre apparaîtra sur votre autre appareil. Cela vous permet simplement de transférer votre compte Google grâce à ce système d'association où vous obtenez 3 nombres aléatoires. Il faut choisir le bon chiffre qui s'affiche sur l'autre appareil. Une fois cela fait, vous pourrez transférer ce compte Google ainsi que vos photos, vos contacts, vos journaux d'appel et toutes vos autres données liées. Si vous avez choisi de synchroniser cela, ce qui est probable vu à quel point Google vous harcèle pour le faire, et par erreur, même lorsque vous essayez de passer cette étape, vous finissez par trébucher et accepter. Et alors Google est là immédiatement pour s'emparer de toutes vos données, même si c'est plus ou moins une sorte de vol de données. Parce que si je dois accepter quelque chose complètement par erreur et que vous essayez constamment de me pousser à faire cette erreur, je considérerais cela comme un vol de ces données. Mais dans tous les cas, il y a de fortes chances que si vous avez téléchargé ces données sur le cloud, elles apparaîtront sur cet appareil. Mais je recommande de ne pas utiliser cela car c'est absolument abominable comme restauration de données. Cela déplace les applications, mais c'est une définition très généreuse du terme. En fait, il les retélécharge simplement depuis le Play Store, donc c'est plutôt agréable d'une certaine manière. Mais si une application provient de l'extérieur du Play Store, elle ne sera pas prise en compte, ou alors elle n'apparaîtra pas sur cet appareil, et aussi si une application n'est plus disponible sur le Play Store. Prenons par exemple quelque chose comme l'émulateur Yuzu, je crois qu'il était sur le Play Store et Nintendo. Par contre, le commando delete, lui, s'est attaqué aux développeurs de cette application et à celui qui l'a créée. Évidemment, ils auraient probablement plus de chances de gagner une guerre contre nous que de gagner au tribunal. Au tribunal face à Nintendo. Donc ils ont décidé de retirer cette application du Play Store. Et dans tous les cas, l'application que vous avez téléchargée ou que vous auriez pu télécharger depuis le Play Store est toujours sur votre ancien téléphone. Mais comme elle n'est plus sur le Play Store, elle n'apparaîtra pas ici, parce que Google, via leur processus de restauration, n'a aucun moyen de récupérer cette application depuis le Play Store puisqu'elle n'y existe plus. Et au lieu de la retirer de votre téléphone, ils vont uniquement se fier à leur boutique. Donc nous allons simplement passer cette étape car c'est un processus absolument abominable. Et il y en a un bien meilleur qui est inclus avec cet appareil que je vais vous montrer à la fin de la vidéo car nous devons d'abord terminer la configuration pour y accéder. Quoi qu'il en soit, l'étape suivante consiste à insérer la carte SIM. Maintenant, en plus d'insérer une carte SIM physique, vous pouvez également activer les SIM étant la version numérique d'une carte SIM. Et pour cela, lorsque vous l'activez, lorsque vous choisissez de l'activer. Et si vous souhaitez en ajouter une, vous devrez activer votre Wi-Fi car les SIM nécessitent une connexion Internet pour être activés d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, mais cela nécessite un réseau, donc vous serez obligé de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Ensuite, vous pourrez ajouter votre eSIM et de plus, lorsque vous activez votre eSIM, le tiroir inférieur de votre carte SIM, la SIM numéro 2, est désactivé. Ainsi, toute carte placée sur ce tiroir du bas est tout simplement ignorée par l'appareil. Donc seul le tiroir du haut est utilisable à ce moment-là, parce que vous pouvez avoir 2 numéros différents ici, l'un via les SIM, l'autre via une carte SIM physique ou bien 2 cartes SIM physiques. À ce moment-là, vous pouvez utiliser à la fois le tiroir du haut et celui du bas, mais même si vous activez cela sans utiliser des SIM, le tiroir du bas sera désactivé. La carte physique, donc vous devez aller dans les paramètres et désactiver cela. Passons à la suite, je vais de toute façon passer cette étape, et cela vous amène à la connexion au réseau, que vous choisissiez d'activer les SIM ou non. C'est en fait l'étape suivante. Ici, vous pouvez vous connecter à votre Wi-Fi si vous le souhaitez, ou bien passer cette étape. Maintenant, je vais passer cette étape, donc la configuration sera un peu plus courte en sautant des choses comme la connexion à Google et, je pense, au compte Xiaomi, comme celle-ci. Elle s'affiche pendant toute la configuration avec une connexion réseau. Ensuite, nous arrivons au verrouillage d'écran. Nous avons 3 options que vous pouvez choisir. Pour le verrouillage, il y a le code PIN, le schéma ou le mot de passe, soit 3 options au choix. Ensuite, l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale. Ces 2 dernières sont des données biométriques et ne sont pas fiables à 100%. Ainsi, le téléphone vous obligera toujours à choisir également un code PIN, un schéma ou un mot de passe en plus de cela. Ici, je vais seulement choisir le verrouillage d'écran et je vais sélectionner un schéma. Xiaomi vous donne un petit compte à rebours de 5 secondes pour vous rappeler que vous devez retenir votre mot de passe. Wow, sans blague.
Bref, à partir d'ici, je vais dessiner mon schéma une fois, deux fois, confirmé, et c'est maintenant configuré. Et vous pouvez aussi le vérifier simplement en verrouillant l'appareil, et vous voyez que c'est déjà en place. Ensuite, nous avons d'autres options provenant de nos services Google. C'est audacieux d'appeler ça des services, c'est plutôt comme des logiciels espions. Localisation, scan, données, diagnostic, mise à jour et opération. En passant en revue ces options, si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez passer à la suite, mais je souhaite quand même en parler un peu. Utiliser la localisation autorise les applications et les services à accéder à votre position. La précision utilise les signaux Wi-Fi, les points d'accès, les antennes relais et le GPS. Donc, dans tous les cas, il s'agit essentiellement de la localisation pour que votre téléphone puisse suivre où il se trouve. Maintenant, en désactivant cette option, vous n'éteignez pas vraiment quoi que ce soit. Soyons tout à fait honnêtes à ce sujet, si vous le faisiez. Par exemple, désactiver cette option et ouvrir une application qui aurait besoin de cet accès à la localisation signifierait que cette application ne pourrait pas accéder à cette localisation. Mais je sais déjà, pour sûr, que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que, vous ouvrez Tinder, il sait exactement où vous vous trouvez. Donc, vous voyez, cela ne signifie absolument rien. Et c'est juste une option pour vous faire croire que vous reprenez le contrôle de votre vie, mais ce n'est pas le cas. Si vous voulez vraiment avoir le contrôle sur votre appareil et les données qui s'y trouvent, utilisez Graphene OS. Et ne vous laissez pas piéger par, vous savez, les médias, et votre gouvernement vous dit que c'est la version d'Android utilisée par les trafiquants de drogue et toutes ces conneries, alors qu'en réalité, elle est simplement utilisée par des gens qui aiment la vie privée. Et en plus, l'autre excuse bidon du genre « si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre » est aussi complètement stupide, parce que les personnes qui font ces lois sont apparemment celles qui n'y sont pas soumises, ce qui est plutôt hypocrite de leur part d'inventer quelque chose dont ils n'ont pas à se soucier. Ont-ils quelque chose à cacher? Parce que, ils ne devraient pas s'inquiéter, non? Donc, si c'est normal pour eux de ne pas être concernés par ça, pourquoi diable devriez-vous l'être? Ensuite, l'option « Autoriser la recherche » permet aux applications et aux services de rechercher des réseaux Wi-Fi et appareils à proximité à tout moment, même lorsque le Wi-Fi ou le Bluetooth sont désactivés. Eh bien, inutile d'en dire plus, gardez à l'esprit que c'est désactivé. Cela empêche simplement, soi-disant, entre guillemets, les applications et services de scanner, d'autres signaux. Ce qui, normalement, lorsqu'ils scanneraient, ils utiliseraient ces moyens spécifiques. Non, mais c'est aussi le cas. Dans ce message, en réfléchissant logiquement, cela implique que le Wi-Fi et le Bluetooth, même lorsqu'ils sont désactivés, donc quand vous les éteignez, ils ne sont en réalité pas vraiment éteints, ils font juste semblant de l'être. Ce qui signifierait également, par conséquent, que d'autres appareils peuvent toujours détecter le vôtre. Ce qui signifie également, par conséquent, que lorsqu'ils recherchent votre appareil, ils savent où il se trouve, puisque le Wi-Fi et le Bluetooth n'ont pas une très grande portée. Donc, d'autres appareils sauront approximativement où vous vous trouvez. Et par conséquent, ils connaîtront également cet emplacement géographique précis ici. C'est donc formidable que vous n'ayez jamais la possibilité de ne pas être localisé. Et passons au dernier point ici, qui est l'envoi des données utilisateurs et de diagnostic. Maintenant, avec cette petite étiquette par défaut ici, je dirais que toute donnée envoyée depuis mon appareil vers n'importe où serait considérée comme une donnée utilisateur. Dans tous les cas, et en désactivant cette option, tout partage de données, quelle qu'elle soit, devrait être désactivé. Mais encore une fois, c'est un peu trompeur à cause du nom. Donc, ce que cela implique essentiellement, c'est le partage de l'utilisation de votre appareil avec Google afin qu'il puisse, entre guillemets, l'améliorer. En tant qu'utilisateur de cet appareil, c'est le dernier téléphone pour lequel tu as payé 2500 putains de dollars. Je n'accepte aucun partage de données à ce sujet. Il n'y a aucune raison pour laquelle tu devrais partager le moindre kilo-octet de données d'utilisation, que ce soit pour Google ou Xiaomi, sous prétexte d'amélioration. À ce prix-là, ils devraient être à genoux en train d'améliorer ce téléphone chaque seconde de leur existence sans jamais avoir besoin de tes données. C'est dans leur intérêt de l'améliorer. Alors la prochaine fois que tu voudras acheter un autre Xiaomi, parce que ton expérience avec celui-ci a été tellement incroyable, si c'est la même chose qu'un appareil qui coûte la moitié du prix,
et que tu dois quand même partager tes données, pourquoi diable voudrais-tu en acheter un autre comme ça? Donc, tout partage à partir de maintenant n'est pas dans ton intérêt. Désactive ça. Soyons honnêtes, si tu achètes un produit, il devrait être complet. Et si l'entreprise veut l'améliorer, c'est à elle, pas à toi, de partager tes données pour qu'ils puissent les vendre et ensuite essayer de l'améliorer sur cette base. C'est dans leur intérêt de le faire. Donc tu as une raison de plus tard, de passer à un autre téléphone qui fonctionne mieux et au fait pour revenir à ce Google plus tard, après septembre. Si tu hésites entre Apple et Android, autant choisir Apple. Au moins, ils te garantissent la confidentialité et à ce moment-là, les deux téléphones fonctionneront quasiment de la même façon. Donc oui, ça va un peu à l'encontre du but recherché, ce qui m'amène à la dernière option, installer les mises à jour et les applications. En continuant, tu acceptes que l'appareil puisse aussi automatiquement télécharger et installer des mises à jour et des applications depuis Google. Je n'ai pas besoin de lire davantage. C'est carrément du chantage, là. Tu dois continuer à utiliser l'appareil. Mais en continuant, on va mettre à jour ton téléphone sans ta permission, mais bon, tu nous donnes la permission en continuant. Maintenant, je te dis, cherche ça sur Google. Je vais t'expliquer comment on peut complètement empêcher ça sur ton téléphone pour que ça n'arrive pas. Si tu veux vraiment garder le contrôle sur ton appareil, tu vois, et l'une des meilleures façons serait de essaye d'obtenir quelque chose comme une ROM personnalisée, comme Graphene OS, mais comme il s'agit d'un Xiaomi, en fait, il ne permet pas d'utiliser Graphene OS. Pour être honnête, c'est généralement réservé aux téléphones Pixel, mais il existe d'autres ROM que tu pourrais peut-être installer, mais dans tous les cas, en restant sur celle-ci ici. Il y a en fait une solution. Tu peux empêcher Google de forcer les mises à jour sur ton appareil. Si tu ne le savais pas, Google t'impose effectivement ces mises à jour. Même quand tu vas dans les paramètres et désactives la mise à jour système ou les applications, dès que Google a une connexion Internet, ils mettent à jour ton appareil via un service appelé OTA Update Services pour Over the Air. C'est en réalité une mise à jour prioritaire sur laquelle tu n'as aucun contrôle. D'une certaine manière, c'est essentiellement une façon douteuse de faire quelque chose dans ton dos. Et ça porte un nom vraiment bizarre, donc tu ne sais même pas ce que c'est quand tu tombes dessus. Donc, en général, pour te donner un petit exemple de cette fonctionnalité déjà utilisée, mais pas encore sur les téléphones dans ce cas, c'était chez Samsung. Samsung vendait ses réfrigérateurs intelligents, tu sais, le frigo connecté. Il t'envoyait une notification si tu le laissais ouvert au lieu de le fermer. Et il avait aussi un écran. Donc tu peux, tu sais, épingler de petites photos sur l'écran de ton frigo ou te laisser des notes dessus ou faire des listes de courses. Eh bien, c'était un bel écran que Samsung a décidé d'utiliser aussi pour afficher des publicités sur ton frigo. Et ça va arriver. Ou c'est déjà arrivé avec une petite mise à jour dans ton dos grâce au service de mise à jour à distance. Donc, quand c'est arrivé, ce frigo qui coûtait 3000 $ a commencé à afficher des publicités. Laisse ça te faire réfléchir, en tout cas. Donc, les téléphones fonctionnent aussi de la même manière et Google va bientôt utiliser ça également. Il faut savoir que pour installer ce genre de programme, le système va t'empêcher d'installer des applications tierces externes tant qu'elles n'ont pas été vérifiées et signées par Google. Forçant le développeur à payer une rançon pour que l'application soit signée et aussi à fournir ces informations pour qu'il ou elle puisse être retrouvé Tandae. Donc il existe un moyen de contourner cela, mais ce service de mise à jour est aussi, à ma connaissance, responsable de l'installation des correctifs de sécurité. Donc, lorsqu'une vulnérabilité est découverte sur Android, Google la corrige via ce système, dans ton dos, ce qui est fait d'une certaine manière pour ta sécurité afin que les hackers ne puissent pas exploiter cette faille. Maintenant, cela n'arrive que si l'appareil est encore pris en charge par le développeur, ce qui se produit généralement entre 3 et 5 ans, voire 7 ans, selon l'appareil et le fabricant. Donc, une fois que ce cycle de vie est terminé, il ne reçoit plus les correctifs de sécurité, mais il continue de recevoir les cochonneries que Google veut lui pousser. Donc, ce que tu peux faire en général, même si tu ne t'en soucies pas. Pour la sécurité, tu peux tout simplement télécharger une application qui te permettra de voir les processus en arrière-plan du téléphone. Tu sais, les processus qui tournent en arrière-plan de l'appareil, comme les services de mise à jour.
il suffit de les supprimer. Une fois disparus, le téléphone ne peut plus les utiliser, donc il ne le fera pas. Mais comme je l'ai dit, cela empêcherait aussi Google de pouvoir installer les mises à jour de sécurité. Mais bon, honnêtement, à ce stade, je n'ai jamais téléchargé de malware, et pourtant je télécharge plein de conneries sur Internet. Et à ce stade, je considère que Google est plus un malware sur mon appareil que le malware que je pourrais installer. Donc je pense que je vais supprimer ça de mon téléphone avant septembre. Quoi qu'il en soit, passons à la suite. Voici les paramètres de base. Ceux-là viennent de Xiaomi. Certains réapparaissent, comme la localisation, les mises à jour système, le partage des données et diagnostic. On peut tout redésactiver. Comme vous pouvez le voir, je les désactive et il ne se passe absolument rien. À part ça, l'autre truc que je déteste vraiment, ce sont les pubs personnalisées, une façon élégante de dire spyware. Un logiciel espion qui vérifie ce dont vous parlez en vous écoutant ou ce que vous écrivez, et qui revend ensuite ces données pour pouvoir vous montrer des publicités mieux ciblées, ce qui, encore une fois, ne sert qu'à augmenter les profits de l'entreprise. Et quand on parle d'un téléphone qui coûte juste 2500 $, c'est inacceptable. Ce genre de conneries ne devrait même pas exister ici. Il n'y a aucune raison pour que ce téléphone écoute quoi que ce soit ou affiche la moindre publicité à ce prix-là. Alors désactivez cette merde immédiatement et je tiens aussi à condamner cette absurdité. Donc, lorsque vous la désactivez, non seulement vous recevez une fenêtre pop-up, contrairement à d'autres options ici, mais en plus, ils ont l'audace d'essayer d'utiliser la psychologie inversée. D'habitude, quand vous faites une action qui nécessite une confirmation, le bouton est en bleu et situé sur le côté droit, mais Xiaomi utilise la psychologie inversée pour essayer de vous piéger. Donc, vous sélectionnez pour activer, puis vous continuez sans vous rendre compte que vous avez laissé l'option activée. C'est vraiment inacceptable à ce niveau de prix, en tout cas. Il y a d'autres conneries ici, donc on peut passer rapidement en revue tout ça. Je veux juste parler de la publicité personnalisée unique. Ensuite, on peut passer au contrôle parental, activez-le si vous le souhaitez, sinon vous pouvez simplement continuer. Ensuite, nous avons les paramètres de police, donc choisissez simplement votre police. Maintenant, nous avons la police par défaut et tout ce qu'il y a d'autre. La seule différence ici, en réalité, c'est la taille. Celle-ci semble juste plus grande. Bref, restons sur la police par défaut et continuons. Et ici, on peut sélectionner notre lanceur ou, en gros, le style de l'écran d'accueil. Nous avons Classique qui est sélectionné par défaut et c'est là que vous êtes. Toutes vos applications sont présentes sur votre écran d'accueil réparties sur plusieurs pages. Et l'autre option, c'est UpDrawer, que je préfère personnellement. UpDrawer ici propose aussi des catégories ajoutées en haut. Ce n'est pas la meilleure implémentation, mais c'est quand même sympa de pouvoir chercher des applications dans UpDrawer, soit par ordre alphabétique, soit par catégorie, comme une recherche. Ensuite, voici le menu de distribution. Choisissez votre préféré. Dispositions récentes. C'est comment vos applications sont affichées. Choisissez celle que vous préférez. J'aime l'affichage horizontal, j'aime faire glisser les applis vers le haut. C'est plus pratique et ça fonctionne mieux, à mon avis, que le mode vertical. Je vais rester sur celui-ci et voilà pour la configuration. Maintenant, attendons un instant avant de pouvoir réellement accéder à notre écran d'accueil. Et je vais quand même vous montrer cette application dont je parlais, qui vous aide à migrer vos données d'un ancien appareil vers celui-ci. Je vais donc faire glisser vers le haut pour accéder à la deuxième page et ici, elle se trouve dans Applications Système. Parfois, vous pouvez trouver cette application dans un dossier appelé Outils ou aussi dans le tiroir d'applications. Vous cherchez une application appelée MeMover, donc juste ici ou ici. Et MeMover est l'application que vous devrez télécharger sur l'autre appareil depuis lequel vous allez transférer vos données. En supposant que ce ne soit pas un Xiaomi, si c'est un téléphone ou une tablette Xiaomi, cette application est déjà installée. Donc, si vous avez un Samsung, il vous suffit de télécharger cette application sur le Samsung et de l'ouvrir. Et cela vous permettra de connecter les deux téléphones ensemble via un hotspot qu'ils créeront entre eux. Et vous pouvez ensuite sélectionner tout type de données que vous souhaitez transférer d'un téléphone à l'autre, vers un autre téléphone. Et c'est très complet en termes de ce que vous pouvez transférer. Transférez vos données d'appli, peu importe la source. Photos, vidéos,
peu importe la quantité. Ce téléphone offre un demi-téraoctet de stockage. Il y a de fortes chances que vous ayez assez d'espace ici, donc je recommande vivement d'utiliser cela plutôt que les trucs de Google. Donc, dans tous les cas, cela résume essentiellement la vidéo, alors si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.